La Caisse des Jardins du littoral gaspésien vous présente votre émission d'information Reflet d'ici. Bonne émission. Bienvenue dans votre Reflet d'ici. Cette semaine, votre émission des nouvelles locales et régionales est rendue possible grâce à la collaboration de nos différents journalistes, techniciens et bénévoles. Merci à eux. Cette semaine à Reflet d'ici, passez à l'action et créez un impact en participant à la marche SP le dimanche 26 mai 2024. Ça leur donne un événement, donc une chance de pouvoir se rencontrer, de pouvoir échanger, de pouvoir collaborer, de pouvoir se soutenir. Donc, on met beaucoup d'emphase sur cette marche-là. Diane Leboutillier, point de presse virtuel, une nouvelle pêche à l'appât. Cette décision s'accompagnera du maintien de la fermeture des pêches commerciales de maquereaux de l'Atlantique au Canada, Atlantique et au Québec pour la saison 2024. Le quota pour cette pêche d'appât sera libéré en 2 parts égales, ce qui permettra aux pêcheurs de différentes régions de pêcher le maquereau au cours de sa migration. Logement et appui financier avec Samuel Parisé. C'est un combat que j'ai mené pendant près de 2 ans pour que les MRC aient la compétence de soutenir financièrement la construction de logements. Des Africains en appui au réseau de la santé. Je suis infirmier depuis 11 ans. Voilà, donc on nous a dit comme ça que quand on allait arriver ici, on allait faire 1 an de formation. Ils ont appelé ça intégration à la profession infirmière. Bourg pas beau, fantômes et jeux d'évasion. Durant la journée, on part à la chasse aux objets hantés et aux artefacts, alors qu'en soirée, on part vraiment à la chasse aux fantômes. Une cure de rajeunissement pour la base plein air de Bellefeuille. Je pense qu'on va juste faire donner de l'amour à la base plein air de Bellefeuille, qui est un endroit magnifique, magique. Écoutez, je découvre ça toutes les semaines que je suis ici. On fait des belles choses, on a une équipe très efficace. Rythmirg, un bilan qui souffle le chaud et le froid. Au niveau de l'enfouissement, on a une réduction au niveau de l'enfouissement, donc moins de tonnes ont été dirigées vers le site d'enfouissement, ce qui est une excellente nouvelle. Revue de presse du 2 mai 2024. Bonne émission. Vous écoutez votre Reflet d'ici. Revoyez tous nos reportages sur notre site Internet. Besoin d'outils pour les travaux à la maison? Besoin d'accessoires de toutes sortes? Vous avez des projets de peinture? L'équipe du magasin J. Gérard Méthode de Grande-Rivière se fera un grand plaisir de vous servir. Quelle que soit la saison, quels que soient vos besoins, notre équipe compétente saura répondre à toutes vos attentes. Venez magasiner chez nous et vivez l'expérience J. Gérard Méthode de Grande-Rivière. Visitez notre page Facebook pour connaître nos spéciaux ou venez nous voir au 28 Grande Allée Ouest, Grande-Rivière. La marche SP 2024 se tiendra le 26 mai au Parc Beau Séjour à Rimouski. Cet événement de sensibilisation à la sclérose en plaques promet de mobiliser la communauté. Quel impact va avoir cet événement dans la région et dans le pays? Nous en parlons avec Michel Lajoie, directeur de SP Canada en Bas-Saint-Laurent. C'est certain que la marche SP, c'est le plus gros événement de SP Canada. Donc, c'est l'événement où on amasse le plus de dons. Le but de SP Canada, majoritairement, ou plutôt en premier lieu, c'est de guérir la maladie. Donc, plus on va avoir de dons, plus on va pouvoir remettre des sous à la recherche, plus on va arriver le plus rapidement possible à guérir cette maladie-là. Ça, c'est de un. Pour la deuxième partie de ta question, c'est un événement qui rassemble nos membres, mais évidemment la population en général. Donc, c'est vraiment une marche symbolique. Ça a une importance parce que tous les gens qui sont touchés par cette maladie-là, de près ou de loin, ça leur donne un événement, donc une chance de pouvoir se rencontrer, de pouvoir échanger, de pouvoir collaborer, de pouvoir se soutenir. Donc, on met beaucoup d'emphase sur cette marche-là. Ici, on allait peut-être un peu plus sur la maladie, puis on reviendra à la marche tout à l'heure. Je voulais juste avoir un état un peu de la situation. Peut-être, je sais pas si tu as des chiffres au Québec, tout ça, parce que j'ai lu il y a pas longtemps justement que c'est comme quelque chose qui est comme en augmentation. Est-ce qu'on sait pourquoi et où en est un peu la recherche à ce niveau-là? Tu parlais de guérir. Est-ce qu'on peut complètement guérir? C'est plus une question au niveau de la santé. Malheureusement, on peut pas guérir de la sclérose en plaques.
C'est une maladie qui est de moins en moins handicapante, c'est-à-dire qui enlève des capacités aux gens. La raison pour laquelle on arrive à cet état de fait-là, c'est justement dû à la recherche. Il y a plusieurs médicaments qui sont maintenant disponibles pour les gens qui ont la sclérose en plaques. Donc, on parle d'une vingtaine de différents médicaments. Ces médicaments-là ne guérissent pas la sclérose en plaques, mais empêchent d'avoir des épisodes de poussée. Quand je parle de poussée, c'est que la sclérose en plaques est souvent, pas uniquement, mais souvent représentée par des épisodes de poussée-rémission. Donc, on a une poussée qui affecte notre corps, que ce soit la difficulté de marcher, des problèmes de vision, la faiblesse, maladresse bref, ces médicaments-là permettent de réduire le nombre de poussées. Donc, ce qui fait que les gens gardent leur forme, si on veut, donc maintiennent leur santé plus longtemps qu'il y a certaines années. Donc, c'est très positif. Puis ça nous permet, si on en revient à la marche, justement, à amasser des dons, ça nous permet d'arriver à ces résultats-là maintenant. Alors pour cette édition 2024, c'est quoi les spécificités de la marche SP? Je sais que ça a lieu comme l'année passée au Parc Beau Séjour à Rimouski. Si tu veux nous donner un peu plus de détails. L'an passé, on le fait au Colisée de Rimouski. Donc, c'était plus encore davantage une marche symbolique parce que on faisait le tour là, du parc, plutôt du Colisée de Rimouski. Maintenant, on est au parc Beau Séjour. Comme on est revenu à nos anciennes amours, si on veut. Donc, il y aura une marche de près d'1 kilomètre. Donc, les gens, évidemment, peuvent rebrousser chemin si c'est trop pour eux. À mi-parcours, il y aura un petite halte, rafraîchissement, nourriture et breuvage. Il y aura bien sûr de l'animation, des ballons pour les enfants, il y aura de la musique, il y aura un entraînement pré-marche, si on veut, pour bien mettre le corps en disposition. Il y aura les bienfaits, qui est si on veut, un commerce qui vend des glaces. Donc, ça permettra de rendre la journée agréable, festive. Puis, on espère qu'il y aura le plus de gens possible pour pouvoir venir participer à cette activité-là et que le soleil sera de la partie. Parce que j'ai vu aussi que vous organisez une marche à Kakuna. Alors, c'est quoi les particularités de ce site et pourquoi avoir choisi un deuxième lieu pour cet événement? On a l'avantage d'avoir une bénévole qui est responsable du groupe d'entraide de Rivière-du-Loup. Donc, plusieurs membres de notre organisme côtoie cette personne-là. Cette personne-là a décidé l'an passé de faire une marche dans son coin de pays, qui est à Kakuna, oui, pour faire connaître pour faire connaître l'endroit exact où ça va être fait. Cette marche-là, je te mentionne à l'instant que la marche est au parc côtier Kistokuk de Kakuna. Donc, permets-moi le petit temps d'arrêt pour bien prononcer le nom du parc. D'accord. Donc, elle voulait faire découvrir cet endroit-là aux gens de la région. Et du même coup, ben, ça met l'emphase. L'important, c'est de faire connaître la sclérose en plaques, que les gens soient au courant des problématiques que les gens vivent, que la recherche est très importante pour nous. Donc, plus il y a de gens qui en parlent, plus il y a de gens qui font des marches, plus il y a de fonds amassés, bien sûr, mais aussi plus on fait parler de la sclérose en plaques. C'est ça, si tu veux me donner un petit mot sur les présidents d'honneur, puis pourquoi avoir choisi ces personnes-là et puis quelles ont été leurs réactions, de leur acceptation en fait de ce projet-là?
Cette année, on a la chance d'avoir deux présidents d'honneur qui sont impliqués depuis de belles lurettes, donc depuis plusieurs années dans leur communauté. Donc, c'est Jean-Maxime Mercier qui est propriétaire de la bannière Via Capital Horizon et Pierre Chassé au développement des affaires et commercialisation des produits Puribec. Donc, Monsieur Mercier et Chassé organisent un tournoi de golf cette année. Et les fonds seront remis à la Marche SP. Donc, on est très content d'avoir pu compter sur eux cette année. On est des privilégiés. Je parlais tantôt de l'implication du milieu auprès de nos organismes. On en a la preuve encore une fois que les gens prennent à cœur la communauté. Alors pour les participants ou les gens qui nous écoutent et qui seraient intéressés à participer, comment est-ce qu'il faut s'inscrire? Est-ce qu'on peut consulter l'information quelque part? Bien sûr. Donc, vous pouvez aller sur le site marchesp.ca dans la section Bas-Saint-Laurent. On n'a pas de section Gaspésie, malheureusement, mais je travaille pour qu'on puisse en ouvrir une dans les prochaines années. Cependant, tous les dons vont aller à notre section et à la recherche. On va décider d'en remettre à la recherche, bien sûr. Donc, sur le site marchesp.ca, section Bas-Saint-Laurent, les gens vont pouvoir s'inscrire comme marcheurs uniques ou de créer une équipe avec plein de gens qui pourront eux aussi amasser des dons. Et pour terminer, une question peut-être un peu plus personnelle, de fur et à mesure des années, comme ça, que vous vous impliquez à organiser des marches, est-ce que la communauté, parce que des fois, la sclérose en plaques, on n'est pas forcément tous touchés, ou il faudrait peut-être avoir un proche pour connaître bien cette maladie-là. Oui. Mais comment tu sens la participation de la communauté en général au fur et à mesure des années? Puis comment est-ce que les gens commencent à connaître mieux aussi cette maladie? Comme je mentionnais, mon but est de faire connaître la maladie. Donc, je travaille fort pour pouvoir être en lien avec le plus de médias possible, plus d'événements possibles pour être vus. Mais pour en revenir à ta question, la communauté est derrière nous. Je sens beaucoup de joie des médias à nous aider à faire connaître davantage et à rester ouvert à pouvoir avoir des discussions avec moi le plus souvent possible et de pouvoir promouvoir nos événements. Donc, je vois ça très positivement, le lien avec la communauté. C'est comme au fur et à mesure des années, toi, tu vois une évolution? Il y a un an que j'ai été engagé. Donc, depuis l'an passé, oui, je vois une augmentation. Pas au niveau du nombre de dollars amassés, mais de l'implication des gens, autant des membres que la communauté. Donc, oui, ça va s'améliorer et j'espère pouvoir encore travailler fort pour augmenter ce lien-là avec la communauté. Super. Ben merci en tout cas, Mathieu, pour ton temps. Mais merci de m'avoir reçu, puis autant virtuellement qu'en personne, on vous attend le 26 mai prochain au Parc Beau Séjour ou sur le site marchesp.ca. Vous écoutez votre reflet d'ici. Revoyez tous nos reportages sur notre site Internet. La boutique Le Mercier de Chandler, l'endroit où magasiner un vêtement devient une expérience en soi. Venez nous voir en magasin et soyez accompagnés par des professionnels soucieux de vous offrir la qualité avec le style, l'originalité et ce pour toutes les occasions. Nous avons de tout pour le sportif, l'homme d'affaires et des occasions spéciales qui requièrent un service personnalisé pour faire de vos événements des moments inoubliables. 484 rue Hôtel de Ville Chandler, 418-689-2404 ou visitez notre page Facebook Le Mercier Chandler. Boutique Le Mercier, la référence en mode masculine en région. Merci beaucoup, Jérémy. Bonjour à tous. Bonjour, Mike. Hello, everyone. Je vous remercie de vous joindre à nous ce matin.
Avant de commencer, je tiens à reconnaître que je m'adresse à vous aujourd'hui depuis le territoire traditionnel des Premières Nations Mi'kmaq de Gueskapewagi qui protège ses terres et ses eaux avec grand soin depuis des temps immémoriaux. Tout d'abord, on sait que le maquereau fait partie intégrante de l'écosystème océanique et est essentiel à la prospérité de nos communautés de pêcheurs de partout au Québec et au Canada atlantique. Je tiens à vous assurer que depuis sa fermeture en 2022, le ministère des Pêches et Océans Canada s'est engagé à reconstituer ses stocks et à mettre un terme à l'important déclin qu'il a connu ces dernières années. En effet, on a besoin de cette espèce fourragère, on a besoin qu'elle soit en bonne santé pour protéger nos écosystèmes et soutenir les pêches de l'avenir. Cela dit, nous comprenons que la fermeture de la pêche commerciale n'a pas été facile pour les pêcheurs qui dépendent de ce stock. Laissez-moi vous dire que j'en sais quelque chose pour l'avoir vécu dans ma propre communauté en Gaspésie et aux îles de la Madeleine. On sait également que l'achat de maquereau à des fins d'appât est devenu très coûteux et notre gouvernement est constamment à la recherche des solutions afin de rendre la vie plus abordable pour les pêcheurs. Depuis des générations, les pêcheurs ont toujours été nos yeux et nos oreilles en mer et notre gouvernement apprécie et reconnaît toute leur expertise. C'est pourquoi nous avons l'intention de les mettre à contribution. Pour toutes ces raisons, aujourd'hui, j'ai des nouvelles encourageantes à vous partager qui, je l'espère, enverront un signal optimiste à nos communautés de pêcheurs à l'effet que la reconstitution des stocks va dans la bonne direction. J'ai donc le plaisir d'annoncer l'ouverture d'une pêche d'appât à usage personnel de 470 tonnes de maquereau de l'Atlantique et ce, dès ce printemps. Cette décision s'accompagnera du maintien de la fermeture des pêches commerciales de maquereau de l'Atlantique au Canada, Atlantique et au Québec pour la saison 2024. Le quota pour cette pêche d'appât sera libéré en 2 parts égales, ce qui permettra aux pêcheurs de différentes régions de pêcher le maquereau au cours de sa migration dans les eaux du Canada Atlantique et au Québec. Avec l'annonce d'aujourd'hui, on vise vraiment à trouver un juste équilibre entre la protection de la ressource, équiper nos pêcheurs avec les appâts dont ils ont besoin, et ce, tout en obtenant les données récentes sur le terrain qui ne pourront que mieux éclairer les prochaines décisions sur cette pêche vitale pour nos communautés côtières. Depuis le début de la fermeture de la pêche en 2022, le MPO et moi-même travaillons avec les intervenants et les partenaires autochtones en vue d'élaborer un plan de reconstitution du stock du maquereau et j'ai le plaisir de vous confirmer que ce plan sera disponible sur le site web de MPO dans les prochaines semaines. Ce plan comprendra des mesures visant à favoriser la croissance du stock, à améliorer sa surveillance, à renforcer les connaissances scientifiques et l'utilisation du savoir autochtone. Je sais que MPO reste fermement convaincu que le stock de maquereau de l'Atlantique peut se reconstituer. Et c'est pourquoi je suis plus déterminée que jamais à soutenir la réouverture éventuelle de la pêche commerciale du maquereau de l'Atlantique. Merci à tous. Thank you, everyone. Madame la ministre, est-ce que vous allez annoncer qui va pêcher ces quotas de 470 tonnes bientôt? Et est-ce qu'il y a de la place pour les membres les plus affectés par le moratoire de 2022, c'est-à-dire le regroupement des pêcheurs professionnels pélagiques du sud de la Gaspésie? Écoutez, au niveau des... je sais que notre ministère travaille de façon très collaborative avec le comité consultatif du maquereau, puis je laisserai peut-être, là, comme c'est une question très technique, je laisserai peut-être M. Burns répondre à votre question. Oui, merci, Madame la ministre. Et bien sûr, on travaille avec le comité avisoire. Les permis sont disponibles à n'importe qui veulent obtenir une permis.
les prises de cette pêcherie seront pour l'utilisation personnelle, donc c'est pour les pêcheurs qui poursuivent des autres pêcheries et c'est pas pour leur usage propre. On va savoir quand. La Ça division dépend. des deux stocks, on parle de deux stocks, un stock divisé en deux. Pouvez-vous nous dire en quoi il est divisé? Le comité avisoire va se rencontrer la semaine prochaine pour être consulté relative à ces décisions. C'est sûr que avec le maquereau, ça dépend de quand les pêches vont arriver dans les zones. Mais normalement, les premières pêches arrivent en Nouvelle-Écosse en mi-mai. Donc, c'est la raison pour laquelle on va travailler rapidement avec le comité avisoire pour mettre en place toutes les mesures que vous demandez d'ici les prochains jours. Mais je crois comprendre que les pêcheurs québécois vont avoir un stock qui leur est réservé. C'est pour ça que c'est deux stocks. Oui, vraiment, on s'assure qu'il va y avoir du maquereau là pour le Québec et pour les gens de l'Atlantique. Il n'y a aucun problème pour ça. Puis je vous dirais que même dans les recommandations, moi, qui m'ont été faites de la part de pêcheurs, c'est aussi d'attendre que le maquereau ait aussi fait sa ponte pour vraiment protéger là, les futures générations de maquereaux. Puis comme je le disais, on le mentionnait là, dès le départ, le maquereau est une espèce fourragère et qui nourrit aussi d'autres espèces, mais on voit actuellement qu'au niveau de nos pêcheurs, la difficulté d'avoir accès à du maquereau, d'aller le chercher à l'extérieur, puis c'est vraiment, ça augmente les coûts. Donc ce matin, pour moi, c'est vraiment une bonne annonce. C'est une annonce à l'effet qu'on a écouté aussi le milieu. On a une approche qui est responsable, puis notre objectif demeure toujours le même, c'est de reconstituer nos stocks de maquereau. Bonjour, Madame Le Boutillier. Pourquoi vous décidez d'aider les pêcheurs de homards et de crabes qui sont déjà très bien nantis pour qui l'appât est déductible à 100% finalement plutôt que d'aider les flottilles en difficulté? Écoutez, dans le secteur des pêches, on a besoin d'avoir des appâts. Puis dans les consultations qui se sont faites depuis le mois d'août, on l'a vu avec les changements climatiques, à quel point le golfe actuellement, le golfe est impacté, à quel point au niveau des espèces, on a des espèces en difficulté. Et nos pêcheurs ont demandé aussi de pouvoir faire partie de la solution pour aider la science. Donc, de pouvoir aussi permettre une pêche d'appât va nous permettre d'avoir de meilleures données scientifiques, puis d'avoir une pêche qui va être éco-responsable. Mais on va s'assurer, on comprendra là qu'on va s'assurer. On avait aussi là, des pêcheurs de homards qui, eux, s'approvisionnaient en appât. On a des gens, des associations, des gens là, qui pêchaient le maquereau antérieurement, qui travaillent en collaboration avec les associations de pêcheurs d'homards. Donc, c'est un travail de collaboration qui va se faire dans le milieu. Moi, puis on a écouté les gens du milieu, on travaille avec les associations, puis on en est arrivé à la décision d'aujourd'hui, qui est une excellente décision pour nos milieux. Puis, comme je disais, qui va nous permettre d'avoir de meilleures données. Vous évoquez que vous avez consulté, mais vous avez consulté qui? C'est une sous-question à votre réponse. Écoutez, on a consulté, là, toutes les associations ont été consultées depuis le mois d'août, là, que ce soit du côté de l'Atlantique, du côté du Québec. On a eu des discussions, les associations de crabiers, les associations de pêcheurs d'homards. Puis, honnêtement, là, je vous dirais que tout le monde, depuis le mois d'août, toutes nos associations sont préoccupées par les réchauffements climatiques dans le Golfe. Puis actuellement, on a même Monsieur Pierre Poilièvre qui est à Cap-Breton
actuellement. Puis j'espère que lui aussi, on va lui parler des changements climatiques. Puis j'espère qu'on va lui dire aussi, puis nous on l'a vu, puis on l'a vécu, qu'il n'y a pas eu de il y a pas eu de glace dans le Golfe cette année. Ce qui est encore très préoccupant pour nos pêcheurs. Donc, il y a un travail de collaboration qui se fait. J'espère qu'on va réussir à sensibiliser les conservateurs, puis à leur faire voir là, une étincelle de bon jugement sur les changements climatiques, que ça va les ouvrir sur les enjeux qu'on a pour l'avenir. Madame Boutillier, la surpêche est la cause principale du déclin du maquereau. Pourquoi rouvrir la pêche à l'appât? Est-ce qu'en 2 ans, le stock de maquereau s'est rétabli? Écoutez, ce que je peux vous dire, c'est que le stock de maquereau, il va mieux avec les mesures qui ont été prises au cours des 2 dernières années. Ce qu'on a besoin d'avoir aussi, puis comme je le mentionnais, au niveau on a besoin d'avoir plus de données scientifiques. Et le fait d'inclure les pêcheurs dans une pêche à l'appât va nous permettre là, d'avoir plus de données. Et comme je le mentionnais, l'objectif demeure toujours de travailler avec la science, et les associations nous le disent. Au niveau des réchauffements climatiques, il y a une inquiétude dans le secteur des pêches. Depuis 2009, le Golfe s'est réchauffé de 2 degrés. Puis on l'a vu, il y a plusieurs espèces fourragères qui sont en difficulté. Le maquereau était une de ces espèces. On a le hareng, on a le capelin, on a les perlans. Donc, on a besoin de travailler de concert pour bâtir les pêches de l'avenir. Donc, en offrant cette opportunité-là au niveau des pêcheurs. Puis les pêcheurs nous le disaient, là, lorsqu'ils sont sur l'eau, ils constatent qu'ils voient un peu plus de maquereau. Donc, ça va nous permettre là, un travail collaboratif, puis aussi permettre aux pêcheurs d'avoir accès à de l'appât, puis de pas, parce que actuellement, lorsqu'ils font l'achat de ces appâts-là, ils le font, c'est vraiment là à des coûts aussi qui sont quand même assez dispendieux. Mais on s'est assuré avec l'annonce d'aujourd'hui que ça n'ait pas d'impact non plus sur la reconstitution des stocks, parce que l'objectif premier demeure la protection des espèces sauvages, puis de faire en sorte que nos enfants, nos petits-enfants, puis arrière-petits-enfants aient accès à des espèces sauvages. Parfait. En sous-question, j'aimerais vous entendre sur le quota de 470 tonnes. Premièrement, comment allez-vous, comment le MPO va faire en sorte que ce quota soit respecté? Comment allez-vous surveiller qu'on ne dépasse pas ce quota? Et aussi, quelle va être sa proportion par province? Est-ce que ça va ressembler au débarquement historique de maquereau? Merci. Non, ben comme peut-être là, avant de laisser la parole à M. Burns, comme on le mentionnait, on travaille de concert avec le comité consultatif du maquereau. Les pêcheurs puis on le voit au niveau des pêcheurs d'homards, puis des pêcheurs de crabes, d'avoir des bonnes pratiques pour justement protéger les ressources, et les gens veulent travailler de façon collaborative. Donc, c'est un travail qui va se faire de la bonne façon pour, comme je disais, protéger aussi les pêches d'avenir, parce que ces espèces-là sont importantes. Ce sont des espèces fourragères qui nourrissent aussi d'autres espèces. Donc, on a tous intérêt pour l'avenir des pêches là, à travailler ensemble. Je laisserai maintenant la parole à Adam. Bonjour, merci pour la question. Et bien sûr, on va travailler avec le comité avisoire la semaine prochaine pour consulter relative aux mesures de gestion qui vont gérer cette quota de 470 tonnes. Bien sûr, une des mesures sera qu'on va émettre la deuxième tranche de cette quota plus tard dans l'année quand les pêches arrivent au Québec et à Terre-Neuve. Mais il y a d'autres mesures pour savoir combien de pêches sont pris pendant la première tranche aussi. Et ces mesures vont être consultées avec l'industrie la semaine prochaine. Oui, bonjour. Depuis 2012, il y avait un moratoire. Là, on parle d'une ouverture partielle pour le personnel et non pas le commercial. Est-ce qu'il y a quand même des mesures là, pour les aider à passer à travers
ce désert pour eux, là, des compensations, des mesures de soutien, etc.? Écoutez, je peux vous dire qu'à l'heure actuelle, on ne parle pas de compensation au niveau du secteur des pêches. Comme je le mentionnais, il y a plusieurs espèces actuellement qui sont en difficulté, puis on le sait, dû au changement climatique. Il y a un travail important qui doit se faire avec les associations de pêcheurs, avec les sciences. Et c'est ce qui a été demandé là depuis toutes les consultations qui ont eu lieu depuis le mois de septembre. Donc, ce qu'on disait là, ce qu'on annonce aujourd'hui, c'est vraiment là, c'est une bonne nouvelle pour notre monde du secteur des pêches. Ceci étant dit, on a encore des difficultés auxquelles on va devoir faire face, et ces difficultés-là sont vraiment reliées au changement climatique, mais aussi de faire en sorte de s'assurer au niveau puis ça, je l'ai déjà mentionné, nos bateaux sont de plus en plus performants, les équipements sont de plus en plus performants, et moi, ce que je veux pas revivre avec d'autres espèces, c'est ce qu'on a vécu avec la morue, ce qu'on est en train de vivre avec la crevette du Golfe. Donc, d'où l'importance de travailler de concert tout le monde ensemble, mais d'avoir aussi vraiment des meilleures données pour préserver notre secteur des pêches. Rapidement suivi, Nelson. Oui, bon, on parle de pêche. Et la pêche commerciale, est-ce qu'on l'envisage en 2025, 2026? Comment on voit la suite pour ce volet-là? Mais dans la suite, je vous dirais que ça va être, on va le voir cet été, comment ça va se passer avec les prises, les quotas là, qui vont se prendre au niveau des appâts. Puis on va continuer de prendre des données, mais quand on regarde, et ça, puis comme je mentionnais, on l'a vu cet hiver, il n'y a pas de glace dans le golfe et dans le fleuve. Et je peux vous dire que tout le monde est préoccupé par ce qui se passe actuellement, puis que les réchauffements climatiques vont peut-être se passer plus rapidement qu'on le pensait. Donc, on a besoin d'avoir des données scientifiques. Donc, ce serait très présomptueux de ma part de vous dire que voici en quelle année on va avoir une pêche commerciale. Fait qu'on a besoin d'avoir des données, on a besoin de travailler de concert, puis notre objectif demeure le même, protéger les poissons sauvages, puis revenir à des pêches commerciales, mais de quelle façon vont se faire ces pêches commerciales-là? Ça va faire partie des discussions qu'on va avoir entre le MPO, les scientifiques et les associations de pêcheurs. Vous écoutez votre reflet d'ici. Revoyez tous nos reportages sur notre site Internet. La boutique cadeau céramique de choix, Rose Belaïde de Chandler, est prête à vous recevoir pour toutes les occasions. Venez découvrir nos livres, nos jouets, jeux de société éducatifs pour enfants de tout âge et jeux pour adultes pour des soirées inoubliables en famille. Visitez notre boutique cadeau en ligne rosebelaïde.com et magasinez dans le confort de votre foyer. Suivez-nous sur notre page Facebook et Instagram pour découvrir nos nouveautés. Nous avons un magasin des bijoux qui sortent de l'ordinaire, les accessoires pour la cuisine Ricardo et naturellement l'ensemble des éléments nécessaires à vos projets de toutes sortes. Venez nous rencontrer au 46 boulevard Pabot. La MRC du Rocher-Percé vient de rendre disponible un autre programme de financement en matière de logement. Après avoir lancé son programme d'aide au logement locatif, la MRC lance cette fois un appel à projet qui a pour but d'inciter l'aménagement de logements additionnels. Par ailleurs, la MRC vient en appui à 6 projets sur son territoire avec le versement de 145 000 $. Ce sont parmi les sujets que nous avons abordés avec le préfet Samuel Parisé. Voici mon reportage. Monsieur le préfet, bonjour. Bonjour. Alors, on a 4 sujets au menu aujourd'hui. Caisse populaire de Gaspésien-Sud vous a répondu à vos doléances, demandant de revoir sa décision quant à la fermeture des services des jardins à Newport et Gascon. La réponse elle a été escalée, c'est-à-dire on s'occupe de nos gens, mais en d'autres mots, on se rend pas à votre argument. Vous recevez comment cette décision du mouvement des jardins? En fait, je trouve que cette décision-là est quand même très dommage. C'est un service
qui est essentiel pour notre population, un service de proximité. Donc, entre les deux points de service qui vont être maintenant accessibles, donc entre Passaibiac et Chandler, c'est près de 70 km. Donc, pour les personnes qui sont plus vulnérables, qui sont plus âgées, il peut être difficile pour eux d'avoir accès à ces services-là. Donc, je suis content tout de même que la Caisse populaire envisage offrir du service et du soutien à cette population-là. Toutefois, j'aurais aimé davantage que les services de proximité demeurent. Oui, on pense à nos personnes aînées, par exemple. Effectivement. Très bien. Deuxième sujet, vous avez un projet de logement. C'est un projet de financement de logement additionnel. En quoi ça consiste? En fait, c'est un programme qu'on a décidé de mettre en place via notre fonds éolien. Donc, c'est des sommes, nous, qu'on participe avec l'ensemble des MRC de la Gaspésie, du Bas-Saint-Laurent, de l'Îlet et une autre MRC aussi, qu'on est vraiment tous ensemble, puis on investit dans tout ce qui est éolien. Donc, avec ces sommes-là qui reviennent de notre MRC ici, on décide de mettre en place un programme d'aide financière pour les logements additionnels. Donc, c'est une enveloppe de 250 000 $ qui est disponible. Donc, c'est un programme qui est accessible pour monsieur et madame tout le monde qui est propriétaire. Donc, si on a une grande maison qu'on décide de vouloir faire un logement additionnel à son sous-sol, donc c'est une aide financière qui peut être accordée. Donc, une aide financière maximale de 50% du projet, maximale 10 000 $. Donc, c'est dans l'objectif de pouvoir répondre à la crise du logement qu'on vit actuellement. Donc, ça vient complémentaire aussi à l'autre programme qu'on a sorti le mois dernier, qui est vraiment pour les entreprises et les OBNL, pour tout ce qui est construction neuve. Là, c'est vraiment plus pour faire d'autres constructions aussi, mais dans ce qui est existant dans nos maisons actuelles. Est-ce que c'est la première fois que vous avez ce programme? Oui, c'est la première fois, considérant qu'on n'avait pas la compétence dans les MRC de pouvoir le faire auparavant. Comme je vous ai déjà expliqué, je crois, le mois dernier, c'est un combat que j'ai mené pendant près de 2 ans pour que les MRC aient la compétence de soutenir financièrement la construction de logements. Exactement. Donc, très heureux de pouvoir annoncer ce programme-là ce soir, qui va être disponible là, sur notre site web pour toute consultation et pour toute question. Vous pouvez appeler Mme Suzanne Bacon à la MRC. Je pense d'ailleurs qu'il est déjà disponible. Oui, effectivement. Dites-moi, carte électorale, finalement, on va le sauver, ce comté-là. Les deux comtés, on les sauve en un. Enfin, c'est sûr que là, on va attendre que le projet de loi soit adopté. On a l'intention du gouvernement qui va adopter un projet de loi pour s'assurer qu'on conserve nos 2 circonscriptions. C'est important pour notre démocratie, important pour la représentation aussi. On veut s'assurer que nos enjeux, que nos besoins soient portés vers Québec. Donc, on conserve les 2 voies qu'on a actuellement. Donc, on va pouvoir continuer de poursuivre avec eux, de défendre l'ensemble de nos enjeux. D'ailleurs, vous étiez à Gaspé aux consultations à l'automne dernier. Oui, effectivement. Donc, j'étais là, j'ai pris parole, j'ai pris position. Exact. Au nom de, je pense, Au nom de toutes les MRC de la Gaspésie. Donc, j'étais très fier de pouvoir être au front pour pouvoir défendre cet enjeu qui est primordial. Dernier sujet, soutien à la vitalisation. Oui. Allez-y. En fait, on a accordé ce soir 6 subventions qui totalisent 145 000 $. Donc, pour des projets qui totalisent près de 8 millions. Dans ces projets-là, on en a 3 qui sont vraiment dans le monde des pêches. Donc, c'est 3 projets de relève dans l'acquisition de permis de homard. Donc, c'est très bien pour notre la relève, en fait. Pour notre MRC, pour l'ensemble de la relève aussi. Donc, on veut s'assurer que l'ensemble de nos permis demeurent dans notre MRC aussi, que ce soit des jeunes entrepreneurs qui puissent prendre la relève aussi, qui va être là pour plusieurs années, je le souhaite. Merci beaucoup. Merci. Vous écoutez votre reflet d'ici. Revoyez tous nos reportages sur notre site Internet. Besoin de faire votre entretien de véhicule à un prix qui défie toute concurrence? Rendez-vous au dépanneur chez Mario de Sainte-Thérèse de Gaspé. Notre mécanicien d'expérience saura répondre à tous vos besoins. Pour un service courtois lors de votre plein d'essence, dépanneur chez Mario, c'est l'endroit par excellence.
Que ce soit pour l'épicerie, la bière, le vin ou le lavage de votre auto, au dépanneur chez Mario, on prend soin de vous. La toute dernière cohorte d'infirmiers et infirmières, une quarantaine en provenance de l'Afrique francophone, est arrivée en octobre dernier en Gaspésie. Un apport professionnel qui donne un peu d'oxygène au réseau de la santé. Ces nouveaux candidats se sont installés dans la région avec leurs familles et ont été répartis à travers la péninsule. Chaque personne profite d'une mise à niveau en soins infirmiers qui dure de 9 à 12 mois selon le cas. Les personnes sont candidates à l'exercice de la profession d'infirmière en attendant de passer l'examen de l'ordre. Ces personnes travaillent comme préposées aux bénéficiaires pendant leurs études au cégep. Rappelons qu'à l'automne 2022, le CIS de la Gaspésie a accueilli une première cohorte de 37 personnes. Ainsi, tour à tour, vous entendrez Ronnie Cummings, enseignante et coordonnatrice à l'AEC Intégration de la profession infirmière, suivi d'un candidat, Jaurès Bancolé, venu de la Côte d'Ivoire, et de Lou Landry, adjoint au PDG du CIS. À noter que tous ces candidats proviennent de 6 pays d'Afrique, soit l'Algérie, le Cameroun, la Côte d'Ivoire, la Tunisie, le Maroc et le Congo. Voici mon reportage. Bonjour, je m'appelle Ronnie Cummings. Je coordonne au niveau de l'enseignement pour l'AEC Intégration à la profession infirmière au Québec. Qu'est-ce que c'est que ce cours, en fait, en vos mots à vous? C'est une formation qui permet à des personnes qui sont infirmiers dans leur pays, minimalement depuis 4 ans, de venir faire la formation au Québec pour pouvoir travailler comme infirmier au Québec au niveau de l'ordre professionnel. Très bien. Alors, ça s'adresse à qui précisément, par exemple? Vous avez quoi comme cas concret? C'est des personnes qui ont été choisies avec le ministère de l'Immigration, avec l'ordre professionnel, avec les différents paliers gouvernementaux, pour faire en sorte d'amener des gens d'expérience à travailler pour dépanner le réseau de la santé ici. Ils déménagent avec leur famille et viennent ici travailler. Alors, en quoi consiste ce cours plus précisément? C'est une formation qui comprend en fait un bloc théorique, laboratoire et stage qui est obligatoire à tout le monde, qui comprend 615 heures de formation. Par la suite, certains de nos étudiants vont avoir ce qu'on appelle un bloc prescriptif. Donc, dépendant de leur expérience de travail, vont avoir à faire 1 à 4 cours supplémentaires qui comportent un volet sur la santé mentale, un volet sur la pédiatrie, sur la périnatalité et un volet sur les personnes âgées. Wow. Donc, et on devient, donc, à la suite de cette formation, ça dure combien de temps à peu près en tout de bout en bout? De bout en bout, on a 62 semaines pour le faire. Quand même. Qui est vraiment maximal pour les personnes. Et ensuite de ça, ça leur permet de se préparer à l'examen de l'ordre professionnel, ici, l'ordre professionnel des infirmiers du Québec, oui, pour pouvoir accéder au permis de l'ordre pour travailler comme infirmier. Donc, une fois qu'ils l'ont, ça y est, ils peuvent donc pratiquer. Oui. Et ça sur le territoire ici, Gaspésie-les-Îles ou ailleurs où est-ce qu'ils sont fixés? Au Québec. D'accord. Vous avez un exemple concret, je crois qu'il y a eu à l'automne 2022, de mémoire, une première cohorte de plusieurs élèves. Enfin, je ne sais pas si vous avez le chiffre exact, mais vous avez une première cohorte. On a une première cohorte de 38 élèves qui a terminé le cours. Certains ont fini le premier bloc et ont pu tout de suite travailler comme candidats à la profession infirmière en attendant d'aller faire leur examen de l'ordre professionnel. Certains élèves, eux, ont dû faire des blocs prescriptifs. On a certains élèves qui ont dû faire les 4 blocs pour pouvoir terminer. Les dernières personnes ont terminé au mois de février. En provenance d'où, principalement? On a des élèves du Maroc, du Cameroun, de la Côte d'Ivoire, beaucoup d'Afrique. Ça répond à un besoin, c'est pas pour rien qu'il y a ce cours. Ça répond à un besoin, on a un très grand besoin de main-d'œuvre. Là, on va prendre des gens qui ont de l'expérience et on va amener le surplus. Les pays n'ont pas tous des ordres professionnels au niveau des infirmières. Donc, ici, on a un ordre professionnel qui dicte, dans le fond, ce qu'on a à faire comme travail et on va aller leur donner tous les outils nécessaires pour qu'ils soient capables de répondre à ces exigences-là ici au Québec. Sur cette première cohorte, juste pour quelque chose de clair, est-ce qu'il y en a qui pratiquent à titre d'infirmier aujourd'hui ou ils attendent encore d'être attestés par l'Office? Présentement, ils travaillent comme candidats. Ils ont fait l'examen professionnel au mois de mars
Et ça va prendre quelques semaines avant qu'ils aient les résultats officiels pour savoir si l'examen est réussi. Donc, on attend. Mais ils continuent de travailler à titre de candidat à l'exercice. À l'exercice. Et ils pratiquent où? Ils pratiquent ici au 6. Comme on a 4 sites distants, Chandeleur, Sainte-Anne-des-Monts, Carleton et Gaspé, ils sont tous engagés par le 6 des quatre endroits distants. Comme institution collégiale, cette formation que vous donnez, est-ce que c'est une première pour vous? Aviez-vous de l'expérience auparavant ou c'était vraiment, vous écriviez l'histoire au fur et à mesure? Bien, c'est un nouveau programme. OK. Donc, le collège avait de l'expérience en formation à distance, avait de l'expérience en formation infirmière, mais c'est un nouveau programme qui a été révisé, organisé selon les besoins, selon les spécificités qu'on a ici et qui a été ajusté. Puis, on l'adapte, on le monte on a un programme de base, mais il y a aussi des choses qu'on fait il y a du tâtonnement qui se fait jusqu'à temps que ça soit bien ficelé. Un nouveau programme, peu importe lequel, va toujours avoir des ajustements. adaptations et des ajustements. Dernière question, il y a une nouvelle cohorte qui est en cours, n'est-ce pas? Celles-ci, ils sont combien, en fait? Et par rapport à la première cohorte, est-ce qu'on est dans la même dynamique? J'ai 38 élèves. Je crois que la première cohorte a tracé le chemin. Et ça a été peut-être un peu plus difficile parce que c'était nouveau pour tout le monde. Je crois que notre deuxième cohorte, les partenaires du réseau nous ont énormément aidés au niveau du SANA, au niveau de tous les gens qui transigent autour pour faire en sorte que l'accueil se fasse mieux, que l'intégration soit plus fluide. Ce qu'on donne aussi comme accompagnement à nos élèves aussi est mieux encadré parce qu'on sait beaucoup plus où on s'en va. Je pense que ça va être rassurant pour nos élèves. Alors, bonjour. Bonjour. Présentez-vous. Je suis Bankole Jaurès. Je viens de la Côte d'Ivoire. Vous venez de la Côte d'Ivoire. Ouais. Qu'est-ce que vous faisiez en Côte d'Ivoire? J'étais infirmier. Infirmier? Ouais. Génial. Et donc, vous êtes arrivé quand ici au pays? Nous sommes arrivés au Québec en octobre. En octobre? 2023. Ouais. D'accord. Vous, avec votre famille, vous êtes arrivé? Oui, moi, je suis venu avec ma conjointe et mon fils de 5 ans. Ouais. De 5 ans. Ouais. Génial. Donc, vous êtes venu ici pour quoi, en fait? Il y a 1 an, on a eu écho d'un projet de recrutement initié par le gouvernement du Québec qui recherchait des infirmiers pour, il me semble, avoir de la main-d'œuvre dans le domaine de la santé ici au Québec. Donc, moi, j'ai postulé. Parce que j'ai toujours voulu venir au Canada. J'ai postulé, j'ai été retenu et c'est comme ça que je suis arrivé. Vous avez été retenu, donc vous suivez des cours présentement pour devenir infirmier accrédité gouvernemental, donc pour le gouvernement du Québec. Oui, c'est ça. Comment ça se déroule, ce cours? D'abord, on a été prévenu, on nous a dit avant qu'on y vienne, parce que c'est vrai que là-bas, on est diplômé. Moi, par exemple, je suis infirmier depuis 11 ans. Voilà, donc on nous a dit comme ça que quand on allait arriver ici, on allait faire 1 an de formation. Ils ont appelé ça intégration à la profession infirmière. Donc on suit ce coup-là, on doit finir en janvier. En janvier? Oui, avec le cégep de la Gaspésie. Oui. Et après avoir obtenu le diplôme avec le cégep, on devra passer un test de l'ordre des infirmiers. L'ordre des infirmiers? Oui, on doit obtenir l'examen de l'ordre des infirmiers pour pouvoir être infirmier ici au Québec. Et cet examen, il a lieu quand? Concrètement, je ne sais pas, je ne saurais le dire. Je sais qu'il y a 2 sessions, en mai ou en septembre. D'accord. Ouais, donc on verra bien. Les cours, comment ça se passe? Comment vous vivez ces cours-là? C'est difficile? Il y a des obstacles? C'est facile? Non, c'est plutôt bien. Il faut dire que l'administration du cégep a mis quand même tout en place pour nous faciliter la tâche. C'est vrai qu'on fait des cours d'une manière particulière parce que nous, chez nous, on faisait toujours les cours en présentiel. Mais là, le professeur, il est à Gaspé. Oui. Nous sommes à Chandeleur. Oui. Et on est obligé de suivre les cours en hybride, je pense. En hybride. Voilà, c'est comme ça qu'il appelle, en hybride. Ouais.
Pendant le cours que vous prenez, vous travaillez aussi? Oui. Vous faites quoi? Oui. Pendant le cours, moi, en fait, nous tous, on bosse en tant que préposé aux bénéficiaires au sein de l'hôpital. Même ici. Donc, combien d'heures par semaine? 3-4 jours semaine? 2-3 jours? On a droit à 20 heures. 20 heures par semaine en tant qu'étudiant. Oui. Donc, on bosse 20 heures par semaine en tant qu'étudiant, enfin, en tant que préposé aux bénéficiaires pour l'hôpital. Ici même à l'hôpital? Ici à l'hôpital. Et est-ce que, quand vous êtes parti de la Côte d'Ivoire, c'est ce à quoi vous attendiez ou est-ce que c'est mieux, en fait? Comment vous... La vie ici, les études, le travail, comment on vit ça venu de l'extérieur? C'est clair que c'est différent de ce qu'on s'était imaginé. Mais moi, personnellement, je peux dire que c'est quand même bien. Oui. Ouais, on se sent bien. Avant de venir, comme j'ai dit, ceux qui ont initié le projet, c'est-à-dire le MIFI, le CIS et tout ça, ils nous ont expliqué un peu comment les choses allaient se passer. Ils ont mis tout en place pour qu'on se sente bien. On est venu, on a rencontré le SANA, le service d'accueil des nouveaux arrivants, qui nous a vraiment soutenus sur tous les plans, que ce soit dans l'accueil, dans je veux dire, dans tout, pratiquement. Dans les activités d'intégration. Les activités d'intégration, voilà. Donc, c'est quand même bien. Une dernière question. Dans votre cours, vous êtes combien? Ici à Chandler, nous sommes 10. 10 En Gaspésie, nous sommes une quarantaine. Donc de la cohorte? De la cohorte, oui. Parmi ces 10, vous êtes tous de l'extérieur, donc vous avez des collègues d'Afrique aussi? Oui. Nous, dans notre cohorte, il y a le Camerounais, il y a des Congolais, oui, des Ivoiriens, il y a aussi des Marocaines. Ah oui. Je sais qu'il y a des Marocaines, je pense à Carleton ou à Gaspé. Il y a une camaraderie donc. Oui, c'est toute une gang, comme le disaient les Québécois. Bravo, merci beaucoup. Je vous remercie, très très gentil. Merci. Il y a un apport d'infirmiers qui viennent en ce moment principalement d'Afrique et c'est un apport important. Ils ont des formations adaptées aux critères du ministère de la Santé. Jusqu'à quel point quelqu'un comme on a rencontré, M. Jaurès, est important pour le CIS? C'est un grand apport. On parle d'une première cohorte qui est arrivée à l'automne 2022 où on avait 37 infirmiers et infirmières diplômés hors Canada qui sont débarqués en Gaspésie. Une deuxième cohorte à l'automne 2023 d'une quarantaine, divisée sur l'ensemble du territoire. Puis ces gens-là, au terme d'une formation d'environ 1 an avec le Cégep de Gaspésie des Îles pour se mettre à niveau aux pratiques du Québec, viendront contribuer au réseau gaspésien. On a connu, c'est pas caché, là, il y a un manque d'infirmières considérable dans l'ensemble du Québec, mais en Gaspésie. Par le passé, on a souvent parlé qu'on manquait d'environ 100 à 120 infirmières. On parle d'une arrivée de 77 personnes de 6 pays d'Afrique différents. Donc, vraiment, ça devrait, au cours des prochaines années, faire une différence considérable dans notre capacité à maintenir, je dirais, l'offre de soins et services auxquels les Gaspésiens et Gaspésiennes sont habitués. Une dernière question. Il semble y avoir un accueil. Ils sont bien encadrés, c'est ce que j'entends, et c'est sûr qu'il y a un moment d'adaptation pour ces gens-là. Ils semblent être encadrés quand même, que ce soit par le SANA, aux activités. Le CIS aussi les encadre pour bien les intégrer au réseau? Tout à fait. Puis vous nommez le SANA, puis c'est intéressant puisque c'est un travail qui est fait avec les partenaires, le CIS, le Cégep, le MIFI, les organismes communautaires comme le SANA collaborent ensemble. Au niveau du CIS, oui, les choses sont mises en place pour faciliter l'intégration. Puis je dirais qu'il y a eu de l'amélioration entre la première et la deuxième cohorte. C'est peut-être ce qui est intéressant. On a appris de la première cohorte, on a appris de nos erreurs. Comme on entreprend des projets dans la vie, quand c'est la première fois, on commet on voit certains enjeux, certains défis se pointer, puis on a corrigé le tir pour la deuxième. Par exemple, on avait une ressource dédiée à 100% sur le recrutement international qui chargeait du projet IDHC pour la deuxième cohorte, qui est en contact avec les gens dès leur intégration, alors qu'ils étaient encore dans leur pays, puis qui est allé aussi les accueillir à l'aéroport, où il y a eu des autobus de mis en place pour l'arrivée sur le territoire, etc. Puis l'autre aspect intéressant est l'intégration aux équipes, comme M. Jaurès en parlait, à raison de 20 heures semaine pour la plupart, dès l'arrivée ou presque, comme préposé aux bénéficiaires, ce qui permet de rencontrer des gens, puis de visualiser les nouveaux environnements de santé, là.
Merci beaucoup. Merci à vous. Vous écoutez votre reflet d'ici. Revoyez tous nos reportages sur notre site Internet. Le restaurant Côte d'Or de Grande-Rivière, là où le plaisir de bien manger rencontre la qualité d'un service courtois. Le restaurant Côte d'Or de Grande-Rivière vous propose ses classiques qui ont su faire sa réputation au fil des ans. De son fameux poulet en passant par sa poutine légendaire et sa pizza gourmande, font du restaurant Le Côte d'Or un incontournable en Gaspésie. Nous offrons la livraison sur tout le territoire. Consultez notre page Facebook pour les heures d'ouverture. Nova Lumina en était à sa dernière année de présentation l'an dernier. Pour cette année, le Parc du Bourg de Paabo nous revient avec une nouvelle activité interactive, la chasse aux fantômes. Nous discutons de cette nouvelle activité ainsi que des autres nouveautés telles qu'un jeu d'évasion et des projets pour 2025 avec Elsa Pépin, directrice générale du Parc du Bourg de Paabo. Au Parc du Bourg de Paabo, il va y avoir des nouveautés cette année. Une de ces grosses nouveautés-là, c'est ce qui remplace Nova Lumina, qui s'appelle Fantôme, la chasse, je crois. Oui, tout à fait. Donc, on arrive avec une nouvelle activité qui est pour le moment nommée Fantôme, la chasse, tout à fait. Donc, les gens vont... comment je pourrais dire, sillonner nos sentiers. Donc, c'est tout de même les sentiers qui étaient utilisés par Nova Lumina, mais on prolonge le parcours. Ça varie quelque peu là, quand même. Vont partir à la chasse aux fantômes de jour comme de soir. Donc, il y a 2 expériences qui viennent avec ça. Là. On n'en fait pas qu'une seule. Donc, on garde notre créneau là, d'être ouvert de jour comme de soir. Donc, le parc l'année prochaine va être ouvert là, cette année. L'année prochaine, cette année. Le parc va être ouvert cette année là, de 11h à 23h. Donc, on va garder nos créneaux de soir. Fantômes, durant la journée, c'est les objets qui vont être tentés, là, étant donné qu'on est un site archéologique, on reste dans le cadre du volet historique. Donc, durant la journée, on part à la chasse aux objets hantés et aux artefacts, alors qu'en soirée, on part vraiment à la chasse aux fantômes. Donc là, on va rencontrer différents personnages qui ont marqué notre histoire, qui vont nous raconter quelques anecdotes et péripéties. Puis il va falloir en attraper le plus possible pour augmenter notre pointage. Donc, la partie de chasse prend quand même une certaine forme ou un volet compétition finalement. Là. Donc, entre collègues ou entre amis ou entre notre groupe, il va falloir essayer d'avoir le plus haut pointage pour performer là, le mieux possible durant l'expérience. Ça se passe dans les sentiers anciennement occupés par Nova Lumina. Est-ce que le parcours va quand même être plus long à parcourir? Donc, le parcours est un petit peu plus long, là, effectivement. Nova Lumina, c'était une activité qui pouvait varier de 45 à 60 minutes à peu près, là, tout dépendamment comment de temps les gens prenaient là, pour regarder les différentes zones. Alors que là, étant donné qu'on doit vraiment prendre le temps d'écouter les fantômes, de les attraper, il y a comme tout ce volet-là là, qui fait en sorte que l'expérience, elle est beaucoup plus longue, elle est beaucoup plus immersive aussi. Puis, on souhaitait que dans nos expériences futures, là, donc fantômes, que les gens ou le visiteur soit actif. Donc, dans Nova Lumina, on est passif, on écoute, on regarde. Alors que là, il faut participer un petit peu au volet. C'est un petit peu ça qu'on souhaitait. Là. Ça dynamise l'expérience, puis ça nous permet de vivre notre histoire autrement, finalement. Là. Donc, ça va être un petit peu plus long. Là. On va parler d'une expérience, pour le moment, d'1h15 à 1h30. C'est sûr que Fantôme est vraiment en conception encore, là, actuellement. Là, ce qui fait en sorte qu'il y a certains volets ou certaines procédures ou façons de faire qui varient là, encore d'une semaine à l'autre, là, selon nos recherches. Donc, étant donné que c'est une expérience qui est inédite au Québec, qui n'existe pas encore. Nous, on a adapté une technologie. On lui fait faire quelque chose qu'elle faisait pas avant nécessairement. À ce moment-là, ça a demandé une grosse phase d'études, de recherche puis de tests. Là. Puis à ce moment-là, on continue de s'adapter finalement aux limitations de la technologie par rapport à notre créativité quand on invente des expériences comme Fantôme. Pour Nova Lumina, c'était Moment Factory qui était derrière tous les effets et la conception. Pour ce qui est de Fantôme, c'est qui? À ce moment-ci, donc, nous, c'est XYZ Technologies, Cadabra au Québec, qui a été choisi pour l'expérience Fantôme, qui l'ont conceptualisé et créé de A à Z, puis qui ont dû effectivement là, faire beaucoup de recherches pour concrétiser le concept qu'on souhaitait mettre en place ici, qui prennent beaucoup de plaisir, je crois, à concevoir l'expérience aussi. XYZ, c'est également la firme conceptrice de Ura. Donc, on va avoir... Ura va demeurer là, ici disponible sur le site. Là. Donc, c'est eux qui ont créé Ura, c'est eux qui vont créer Fantôme. Ils sont également à l'origine du Géoparc puis de Berceau du Canada à Gaspé.
Okay. Vous me parlez de Ura. Nova Lumina a bénéficié à un certain moment d'une mise à jour, si on veut, un parcours un petit peu plus long. Est-ce que Ura reste dans sa forme actuelle ou il va avoir quelques nouveautés de ce bord-là? Pour cet été, là, pour 2024, en fait, Ura va demeurer dans sa forme actuelle. Ura était quand même moins fréquenté là, que Nova Lumina, donc puis on s'est rendu compte que beaucoup de personnes ne l'ont pas encore vu dans sa forme actuelle. C'est une activité qui a peu été éclipsée par la popularité de Nova Lumina. Donc là, on espère qu'elle va rayonner davantage dans les années à venir. Éventuellement, il va y avoir une mise à jour qui va être prévue parce que c'est une expérience qui est vraiment exceptionnelle, que les gens adorent. On a vraiment de très bons commentaires sur cette expérience-là. Par contre, là, dans le moment, on a beaucoup de nouveautés qui s'en viennent pour 2024, donc on se concentre sur Fantôme puis les autres petites nouveautés qu'on va ajouter. Puis également pour 2025, là, on a d'autres gros projets là, qui s'en viennent. Donc, une étape à la fois, mais Ura ne sera pas en reste dans les années à venir. Bon, j'ai sauté vite sur Ura, mais pour ce qui est de Fantôme, est-ce que ça complète un petit peu cette partie de sujet-là? Oui, complètement. Fantôme, en fait, effectivement, là, c'est encore en conception, donc il y a des petites choses qui évoluent. Au fur et à mesure qu'on va avancer là, dans les semaines à venir, on va annoncer ou du moins expliquer un petit peu plus de choses. Là, quand on va avoir du matériel aussi à fournir, là, les gens vont pouvoir nous suivre sur les médias sociaux pour en savoir plus. Puis dans la procédure également, là, étant donné qu'on n'est pas encore fixé sur comment vont fonctionner les réservations, à quel moment on va pouvoir réserver. Donc, il reste encore quelques petites pages blanches là, à écrire là, pour cette année-là. OK. Alors, passons aux nouveautés. Donc, une de ces nouveautés-là, on est devant la maison du pêcheur. Vous allez avoir une activité qui va se passer dedans. Oui, tout à fait. Donc, en plus de Fantôme, en 2024, là, pour l'été, on arrive avec une toute nouvelle activité qui est un jeu d'évasion dans la cabane de pêcheurs ici en arrière. La cabane, en fait, c'est une reconstitution de cabane de pêcheurs du 18e siècle qui a certaines particularités dont on fait l'interprétation dans la visite. Mais là, on souhaitait la mettre en valeur d'une autre façon. Donc, les gens vont être... les visiteurs vont arriver, vont être plongés ou vont devoir endosser le rôle d'un pêcheur au 18e siècle. Donc, on arrive, on te remet tes clés de la cabane. Puis là, il faut que tu commences ta journée de pêche. Puis au fur et à mesure de ça, tu as des énigmes à résoudre, puis tu as un trésor à trouver, etc. Là, donc, ça va quand même être super intéressant. Puis ça va aussi mettre en valeur une portion de l'histoire dont on parlait moins, qui est la guerre de la conquête. Donc, ici, les Anglais sont arrivés, ont brûlé l'entièreté de la seigneurie pour appauvrir les Français. Donc, là, on est dans cette situation-là où les Anglais vont arriver, puis ils vont venir brûler, puis il faut que tu te sauves avant qu'ils arrivent. Donc, ça va être quelque chose de super intéressant. Les gens vont apprendre leur histoire tout en jouant, puis tout en étant un petit peu dans l'action, mais en ayant un petit thrill, là. Sinon, comme autre nouveauté, qu'est-ce que le parc du Bourg de Pabot va nous proposer cet été? En fait, le parc du Bourg de Pabot devient une nouveauté en soi dans son entièreté parce que à partir de l'année prochaine, les horaires vont changer, comme je l'ai mentionné un petit peu plus tôt. Donc, on va être ouvert de 11h à 23h. La façon de venir nous visiter aussi va changer, donc ça va être une tarification unique. Donc, au lieu de venir puis de devoir réserver à l'avance toutes les activités à la carte de façon séparée, cette fois-ci, le visiteur va avoir une passe pour sa journée. Donc, il vient, il paye une fois, puis il fait tout ce qu'il veut dans l'ordre qu'il veut. Il n'y aura pas nécessairement de réservation non plus. Donc, ça va permettre aux gens comment je pourrais dire, ça va nous permettre d'être en tourisme un peu plus lent, de pas être stressé non plus quand on vient faire les activités. Puis si les plans changent, ils changent, puis on est capable de s'adapter à ça. Donc, les gens vont pouvoir visiter soit Fantôme, Ura, le jeu d'évasion, puis les activités qu'on a déjà aussi, comme le nouveau jeu Vraiment Vrai là, qui a vu le jour l'année passée. On va avoir un nouveau chercher-trouve pour les adolescents aussi, les visites guidées. Donc, au niveau des visites guidées, là, on change un petit peu notre façon de procéder. Au lieu d'avoir une visite guidée, on va en avoir plusieurs qui vont avoir différentes thématiques à chaque heure. Donc, à ce moment-là, les gens vont pouvoir faire soit une visite, soit 4 dans leur journée, selon ce qui leur convient, puis selon ce qu'ils adonnent aussi. Là. Donc, finalement, c'est pas mal tout le parc du Bourg de Pabot qui se renouvelle en 2024 avec tous ces changements-là, puis ces nouvelles activités-là, puis cette nouvelle façon de visiter finalement le site. Et pour ce qui est à venir, 2025,
sur quel projet vous travaillez? Donc, effectivement, 2025 aussi va être une grosse année. Là. 2025, on travaille sur notamment le projet de l'île Beau-Séjour, dont on a entendu parler un petit peu auparavant. C'est de donner l'accès à l'île, puis de pouvoir en faire l'interprétation. Puis, en 2025, éventuellement, Fantôme déménagerait sur l'île également. Ce qui en ferait une expérience encore toute nouvelle et toute autre, finalement, à ce moment-là. On travaille également sur un renouvellement de l'exposition permanente du musée. Donc, l'entièreté du contenu d'interprétation changerait en 2025. Puis, on va également repenser notre image de marque pour 2025. Donc, c'est quand même des gros projets de longue haleine, finalement, pour l'année prochaine. On a fait le tour pour le Beau de Paabo? Je pense que ça complète bien. Okay. Eh bien, Elsa Pepin, directrice générale du Parc du Beau de Paabo, merci beaucoup de m'avoir reçu et bonne saison 2024. Merci. On espère avoir les visiteurs en grand nombre. Petite parenthèse aussi, en fait, pour la clientèle locale, il va y avoir un tarif spécial. Là, donc, on s'attend à voir beaucoup de nos locaux venir nous visiter là, sur notre nouvelle forme. Et ils peuvent vous suivre sur votre page Facebook et votre site Web. Effectivement, les meilleurs moyens, là, c'est vraiment la page Facebook qui est mise à jour quand même assez souvent, puis le site Web également là, pour les informations de tarification, puis de réservation là, qui vont venir à la fin du mois de mai. Merci beaucoup. Merci. Vous écoutez votre reflet d'ici. Revoyez tous nos reportages sur notre site Internet. La boutique Le Mercier de Chandler, l'endroit où magasiner un vêtement devient une expérience en soi. Venez nous voir en magasin et soyez accompagnés par des professionnels soucieux de vous offrir la qualité avec le style, l'originalité et ce pour toutes les occasions. Nous avons de tout pour le sportif, l'homme d'affaires et des occasions spéciales qui requièrent un service personnalisé pour faire de vos événements des moments inoubliables. 484 rue Hôtel de Ville Chandler, 418-689-2404 ou visitez notre page Facebook Le Mercier Chandler. Boutique Le Mercier, la référence en mode masculine en région. La base plein air de Bellefeuille est en plein travaux de rénovation pour apporter un renouveau aux installations, réaménager les locaux, repeinturer ceux-ci tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, refaire les terrains de jeu existants ou en faire des nouveaux. Autant de travaux qui devraient être terminés pour le début des colonies de vacances. On en discute avec Dominique Giroux, coordonnatrice aux opérations de la base plein air de Bellefeuille. Le camp Bellefeuille se paye cette année une cure de rajeunissement. Vous allez faire beaucoup de rénovations cette année. Bien, écoutez, je pense qu'on va juste donner de l'amour à la base plein air de Bellefeuille, qui est un endroit magnifique, magique. Écoutez, je découvre ça toutes les semaines que je suis ici. On fait des belles choses. On a une équipe très efficace sur le terrain et dans les bureaux. Ça aide énormément. Oui, on va faire beaucoup de rénovations. On a des commanditaires qui sont avec nous, ils ont déjà donné des sous pour être capables d'avancer. On a des subventions qui s'en viennent. Donc, il y a beaucoup de choses qui vont être refaites, comme genre le mini-pot va être refait. Le tennis va avoir de l'amour. Le terrain derrière la maisonnée, on va aménager un magnifique terrain de jeu pour les enfants cet été, tant pour la colonie que pour le camp de jour. Ensuite, on a la maisonnée. La maisonnée, on l'a peinturée, on l'a amené beaucoup de belles choses dans la maisonnée. La salle de conférence sous la maisonnée est vraiment une salle de conférence maintenant, comme je pourrais dire entre parenthèses, sur la coche. Fait que c'est vraiment une belle salle de conférence qui peut accueillir jusqu'à 40-45 personnes. À l'accueil, à la Bellefeuille, on a déjà une belle salle de conférence où on est présentement. On peut recevoir 25 à 30 personnes dans des congrès ou des conférences. Il n'y a aucun problème pour ça. On a un service de traiteur avec notre charmante cuisinière qui est notre chef cuisinier. Notre chef cuisinière, en fait. Fait qu'écoute, après ça, on a rénové les bureaux. On a rénové le manoir pour faire des 5 à 7 entreprises. La semaine passée, j'avais une conférence là aussi. Les gens choisissent un peu où ils veulent aller. On a des forfaits bonnes fêtes là aussi. J'ai commencé ça il n'y a pas longtemps, puis je pense que c'est une belle clientèle, fait que on a une belle salle de forfaits bonnes fêtes pour les enfants aussi. Ensuite, on est allé faire de la peinture et de la rénovation dans la Plaisance. Puis en dessous de la Plaisance, ça s'appelle la Sapinière. La Sapinière, je te dirais que c'est un endroit où vont être logés les anciens moniteurs du camp
qui vont venir faire du bénévolat durant l'été. On va les loger là. Je peux vous dire qu'ils vont être logés 5 étoiles. C'est vraiment, vraiment beau. C'est tout neuf. C'est vraiment une belle place pour accueillir nos anciens. Ensuite, on a l'auberge, le gîte. L'auberge, le gîte et la buissonnière qu'on a amené de l'amour aussi, peinturé, changé les meubles. Fait que je pense que ça a été un beau vent de nouveau. On a tout refait les revêtements de fenêtres. Ensuite, on a des chalets, hein, vacances famille, les chalets que quand vous entrez à Bellefeuille de 1 à 10, ça a été refait, peinturé, amené un petit air de nouveau. C'est des chalets qui étaient très bien entretenus. On a juste amené là, de la nouveauté dans la décoration pour accueillir nos touristes là, qui vont arriver cet été, puis qui sont venus tout l'hiver aussi. On a des projets aussi, on a des beaux congrès qui s'en viennent. C'est drôle à dire, là, mais là, on se prépare pour le camp de jour puis la colonie, mais le 50e va arriver très vite. Le 50e de Bellefeuille va être à la fête du travail. On vous prépare aussi des belles festivités. Il y a un comité qui est alloué à ça. Après ça, ben, on arrive dans le temps des fêtes. Fait que dans le temps des fêtes aussi, on prépare quelque chose de très gros cette année. Fait que ça va s'en aller comme ça tout le long. C'est déjà quelque chose, c'est déjà énorme présentement. Là, on peut voir ça comme dire, vas-tu arriver à faire tout ça? On devrait, parce que j'ai une belle équipe, on devrait arriver à faire tout ça. La question à se poser, c'est aussi, étant donné que les rénovations ne sont pas finies, allez-vous arriver à finir vos rénovations pour le début de la saison des camps? Écoutez, je suis pratiquement convaincu à 90 %. S'il faut, je vais venir faire de la peinture, puis je vais me faire une équipe pour venir faire du bénévolat. Ça, il n'y a pas de problème avec ça. Mais il faut que le 24 juin, le camp de jour commence, puis le 27 juin, nos jeunes de la première session de colonie vont arriver, puis il faut qu'on a terminé. Normalement, les gens vont entrer à Bellefeuille, puis je veux qu'ils disent « Hey, wow, il y a eu un changement ». C'est ça mon objectif, c'est ça notre objectif, l'objectif de notre équipe. J'ai tout rencontré mon équipe ce matin, on se fait des réunions régulièrement pour savoir où on est rendu. Fait que je pense que, écoute, on devrait être capable d'arriver dans nos temps. Et concernant vous, ça fait pas longtemps que vous êtes au camp Bellefeuille? Non, écoutez, j'ai arrivé au camp Bellefeuille le 29 janvier 2024. On m'a appelé, je suis venue à une entrevue. On m'a dit, tu commences le lundi d'après, qui était le 29 janvier. Donc, je suis arrivée ici. Écoutez, j'ai trouvé que c'était vraiment gros à embarquer là-dedans. J'ai hésité. J'ai passé une semaine, j'ai passé 2 semaines. Puis, j'ai appris à travailler avec une équipe extraordinaire, un CA extraordinaire aussi. Fait que de semaine en semaine, j'ai appris à aimer ça, puis j'ai appris à développer. Mais grâce à ces gens-là, grâce à toute l'équipe du camp Bellefeuille, puis au CA du camp Bellefeuille, qui m'ont ouvert les portes très grandes. Et concernant les équipes, vos différentes équipes, comment vous pourriez me définir, me les décrire? En fait, j'ai 3 équipes. En fait, avec l'administration, j'ai 4 magnifiques équipes. J'ai 2 équipes à l'entretien des bâtiments. J'ai une équipe qui sont c'est comme je disais, j'ai une équipe à l'entretien des bâtiments, j'ai une équipe qui est là sur la peinture et les rénovations des bâtiments et du terrain. Puis j'ai une équipe à l'entretien des chalets, tous mes espaces à faire l'entretien. J'ai une équipe de femmes extraordinaires qui font du travail magnifique. Puis à l'administration, j'en ai 2 aussi qui sont extraordinaires, qui s'occupent vraiment de l'administration de la base plein air de Bellefeuille, avec un directeur général. On a un directeur général qui s'appelle Philippe Gobeil. Philippe Gobeil, c'est le directeur de la base plein air. Fait que lui s'occupe de tout ce qui est administratif puis nous gérer tous. Fait que quand lui est à l'extérieur, ben lui il reste à Québec. Fait que moi, je prends le flambeau avec mon poste dans les périodes où il n'est pas là. Mais avec ces équipes-là, on a appris à... Les équipes,
trouve ça le fun du fait qu'on a des objectifs à atteindre, puis c'est pour améliorer le camp Bellefeuille. C'est pour amener du plus sur camp Bellefeuille. Tu sais, il y en a un qui me disait ce matin, Dominique, on parle du camp Bellefeuille de plus en plus, puis c'est le fun, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas entendu parler. Pas parce que ça marchait pas, parce que les gens qui étaient en poste avaient trop d'ouvrages. Tu sais. Là, on a une équipe, on a des équipes. Avec une équipe comme ça nous permet de faire plein de choses. Mais quand tu es tout seul pour gérer tout ça, bien, ça prend plus de temps. Fait que là, on a du temps, pas du temps, mais on a tous chacun nos définitions de tâches. Puis je pense qu'il faut vraiment publiciser la base plein air de Bellefeuille. Il faut vraiment amener la base plein air de Bellefeuille au sommet. Puis on est proche. On est à la veille avec la finition de tous ces travaux. Tout à fait. Tout à fait. Moi, je veux amener le camp Bellefeuille au sommet. Moi et mon équipe. Ça, l'équipe, là, ça fait partie des gens qui sont à Bellefeuille. Le CA, c'est important. Hein? Le CA de Bellefeuille, c'est important. Puis je pense que je vais prendre la peine de les nommer. On a Jérôme Mainville, Catherine Garand, Cassandra Desroches et notre directeur général, Philippe Gobeil. Ça, c'est 4 personnes indispensables à Bellefeuille. Et j'imagine aussi tous les animateurs de camp qui vont être là cet été, qui font partie de la grande équipe du camp aussi. Oui, exactement. Pour du côté de la colonie, c'est Gabriel Lévesque qui va prendre charge. Il va être le chef de la colonie avec Philippe Gobeil, notre directeur général. Puis de mon côté, je vais gérer le camp de jour avec Valérie Soucy, qui est ma chef de camp de jour. On a 19 moniteurs du côté du camp de jour. Puis du côté de la colonie, il y en a pas mal aussi. Je ne peux pas te donner de chiffres, là, parce que je ne gère pas la colonie. Puis moi, de mon côté, je n'ai engagé 20. 19-20, oui. Fait que c'est une belle équipe. C'est des gens qui viennent de notre région. C'est des gens dynamiques. J'ai beaucoup d'anciens sauveteurs qui sont joints à moi. Fait que je pense qu'on va avoir quelque chose de bien structuré. On ne peut pas promettre qu'il n'arrivera rien, mais on essaie qu'il n'arrivera rien, puis on essaie que les jeunes ont du plaisir cet été, autant de la colonie qu'au camp de jour. Vraiment, là, on veut... Fait que ça fait énormément, ça peut faire 1000 jeunes sur la base par semaine, c'est vraiment énorme. Fait que c'est ça, tu sais, la colonie par session, tu sais, il y a quand même beaucoup de monde par session à la colonie, plus le camp de jour. Tu sais, ce camp de jour, si ça va bien, bien, c'est 150 personnes par semaine. Fait que ça fait du monde. Ça fait du monde. Je pense qu'on a fait le tour. Eh bien, je vous souhaite à vous et l'équipe et le camp Bellefeuille une belle saison estivale. Et vous avez parlé d'activités qui s'en viennent en plus après la saison des camps. Oui. Donc, bonne continuité au camp Bellefeuille. Merci beaucoup. Vous écoutez votre reflet d'ici. Revoyez tous nos reportages sur notre site Internet. Les jardins fleuris de Cap-d'Espoir et Pabeau, l'endroit idéal pour découvrir l'univers des fleurs et du potager. Engrais de toutes sortes disponibles, contenant et tout le nécessaire pour réussir sa récolte ou son aménagement paysager. Découvrez notre nouveau site internet, lesjardinsfleuris.ca, et visitez notre page Facebook pour connaître nos heures et jours d'ouverture. La qualité, la variété, les conseils judicieux, c'est au 1416 route 132 Cap-d'Espoir et au 14 route Hamilton-Pabeau que vous trouverez satisfaction. La Régie de traitement des matières résiduelles de la Gaspésie a présenté son bilan 2023 sur le recyclage, l'enfouissement, tout ça. Donc, on va en parler avec Nathalie Drapeau, directrice générale de la Régie. Bonjour. Bonjour. Donc, James Keyes, qui est le président, disait que le bilan souffle le chaud et le froid. Dans le fond, qu'est-ce qu'il voulait dire par là? Oui, il y a du bon, mais ça pourrait être pas mal mieux encore. Exact. Alors, oui, on a des bonnes nouvelles. Tu sais, 2023 nous a permis de constater que au niveau de l'enfouissement, on a une réduction au niveau de l'enfouissement. Donc, moins de tonnes ont été dirigées vers le site d'enfouissement, ce qui est une excellente nouvelle. Ça faisait plusieurs années qu'on travaillait sur cet aspect-là et là, on a vu un résultat, on a constaté un résultat. C'est quand même une baisse de 6 à 8 %, ce qui est
ce qui est très appréciable. À l'inverse, ou en tout cas en contrepartie, quand on fait l'addition, nous, de toutes les filières de matières résiduelles, quand je parle de filières, un citoyen, là, vous et moi, on génère des matières recyclables, on génère des matières compostables, on génère des matières valorisables qu'on dirige vers l'écocentre, on génère aussi des matières qui sont dirigées à l'enfouissement. Fait qu'il y a 4 filières. Et quand on fait l'addition de ces 4 filières-là, on a augmenté les quantités en 2023 par rapport à 2022. Alors, pourquoi c'est une moins bonne nouvelle? Ben, c'est que ça coûte de l'argent, ces filières-là. Même si on composte, oui, le compostage coûte moins cher que l'enfouissement, mais il coûte quand même quelque chose. Alors, c'est pour ça qu'on vient dire qu'on souffle le chaud et le froid avec le bilan de 2023. Parce que moi, je me disais, bon, le recyclage augmente, ça veut dire, bon... c'est une bonne nouvelle. Oui, c'est supposé être une bonne nouvelle. Le compostage aussi. Mais vous parlez, dans le fond, on revient tout le temps dans le fond, à une question de génération. De coût. De coût. Ben oui, c'est vrai, parce qu'au final, nous, tu sais, à la fin de l'année, c'est là qu'on fait le constat, tu sais, de ce que ça a coûté de gérer toutes ces matières-là. Tu sais, la matière compostable, la matière recyclable, oui, c'est un meilleur choix. Quand les citoyens choisissent le bac bleu ou le bac brun, on est content. Ce qu'on aimerait, ultimement, ce qui serait l'idéal, c'est qu'on n'ait pas de matière à disposer. Parce que quand on la met au bac, peu importe le bac, ça coûte quand même de la collecte, du transport, du traitement. Alors, je vous donne un exemple. Le gazon. Hein, on coupe notre pelouse, puis là, on est fiers, les gens sont fiers, puis ils vont mettre la pelouse coupée au bac brun. C'est mieux que ça aille au bac brun, parce que je veux pas la retrouver, cette pelouse-là, dans le bac à déchets. Mais si on la laissait sur le sol, ça coûterait pas de lever de bac, ça coûterait pas de transport, ça coûterait pas de traitement. C'est un peu ça qu'on veut dire par oui, c'est un bon choix de le mettre au bac brun, mais le meilleur choix, c'est de laisser la pelouse coupée sur le terrain. Donc, dans le fond, ça revient à dire que certaines... bon, là, on parle de compostage. Certaines matières ne sont pas nécessaires. On n'est pas obligé absolument de les envoyer là. C'est ça. Donc, exactement. On n'est pas obligé. Je reviens à un autre exemple. Comme par exemple les feuilles mortes. Oui, c'est ça. Les feuilles mortes, on peut aussi choisir premièrement, de s'en garder pour faire la lasagne l'hiver. Hein. Tu sais, quand l'hiver, là, il y en a qui disent « Ah, ça gèle dans mon bac brun », mais tu peux te garder des réserves de feuilles mortes séchées, de gazon séché, puis ça fait une belle lasagne dans ton bac brun, puis ça évite le gel dans le bac brun. Mais un autre exemple de ce que j'essaie d'illustrer, c'est, par exemple, on a fait des projets de déconstruction, hein, vous en avez parlé un petit peu. Avec l'ancien BMR. Avec l'ancien BMR, le bistrot. Donc, ce qu'on a fait, on a déconstruit des bâtiments, on a mis ce bois-là de côté, on l'a vendu, hein, on a fait des appels à tous aux citoyens, ils sont venus en acheter. En achetant le bois de déconstruction et en le réutilisant chez eux, ça a évité de diriger toutes ces matières-là vers l'écocentre. Oui, c'est une bonne idée de l'envoyer à l'écocentre, mais là, quand ça arrive à l'écocentre, nous, faut broyer, après ça, il faut transporter, il faut traiter cette matière-là. Ça coûte quand même quelque chose. Quand on regarde l'enfouissement, mettons le coût de revient, là, quand on calcule la collecte, le transport, le traitement, c'est autour de 200$ la tonne. Quand on regarde le coût de revient au niveau de l'écocentre, c'est à peu près 150$ la tonne. Puis quand on regarde le coût de revient au niveau du compostage ou du recyclage, on est plus autour de 90 ou 100$ la tonne. Alors oui, ça coûte moins cher composter, ça coûte moins cher valoriser, mais ça coûte quand même de l'argent. Alors, le projet de déconstruction, ce qui est intéressant avec ça, c'est qu'on a réussi à détourner de l'enfouissement 145 tonnes de bois, de tôle, que les gens ont réutilisé. Et ça a évité, nous, de le traiter à l'écocentre.
du transport de moins, puis bon, le traitement aussi. Oui. Puis aussi, ça a évité que ça se retrouve à l'enfouissement. Donc, au moins, ça a permis... Ça, c'est gagnant. Exactement, c'est gagnant. Fait que c'est pour ça qu'on dit le bilan, on est content parce qu'en 2023, tu dois avoir une réduction. Puis la réduction, faut pas se le cacher, le fait qu'on a réduit le nombre de levées de bacs à déchets, on est passé de 26 levées en 2022 à 20 levées en 2023. Ça a vraiment incité beaucoup de citoyens à dire « Bon, mais là, on va commencer à utiliser mon bac brun. » C'est ça qui s'est passé. Faut dire que la collecte qui est passée de 2 à 3 semaines a aidé aussi à changer quelques habitudes. Tout à fait. Puis ça s'est fait très honnêtement. Pour la majorité des citoyens, là, ils venaient à la régie puis ils disaient « Bon, ben là, je suis rendu là, fait que je vais prendre un bac brun puis je vais commencer ça. » Alors pour nous, c'était une bonne nouvelle. Ben pour nous, mais quand je dis nous, la régie, c'est un organisme municipal, ce sont des taxes des citoyens. Alors, quand on fait un effort collectif pour réduire les coûts, pour réduire les quantités, on est tous gagnants à la fin de l'année. C'est sûr que si on peut réduire au moins beaucoup plus qui va au LET, même si on a une augmentation côté compostage, recyclage, j'imagine que oui, il y a des coûts, mais probablement qu'elles sont moins élevées que si tout ça irait au LET aussi. Exactement. Alors ça faisait partie des bonnes nouvelles. C'est pour ça qu'on a annoncé, suite au bilan, la production, parce que si les gens veulent consulter le bilan, ils peuvent aller sur notre site Internet, puis vous allez trouver le document là, dans les, je pense que c'est dans les publications, bilan 2023, on a tout plein de graphiques, on explique tout plein de choses. Alors, ça peut être intéressant. Il peut y avoir des gens qui peuvent être intéressés. Il faut juste se rendre sur le site Internet. Mais on parle aussi des grands chantiers qui nous attendent en 2024 parce que une fois qu'on fait ces constats-là en 2023, ben il faut se dire, OK, maintenant, qu'est-ce qu'on fait en 2024 pour continuer sur la bonne lancée? Et puis, on met beaucoup l'accent, ou on veut continuer de mettre l'accent sur la réduction à la source et le réemploi parce que, au final, c'est ça qui va nous permettre de réduire la facture. Et pour ce qui est de la réduction, est-ce que vous avez des idées comment vous allez mettre ça en place pour inciter les gens à moins, dans le fond, ça a dit à moins consommer? Oui, et moins générer. Ben oui, on fait, premièrement, plus d'informations, sensibilisation, éducation. On travaille aussi sur un programme de mesures de soutien. Il y a certaines, vous avez vu passer, il y a des villes, des municipalités, des MRC qui ont annoncé des programmes de soutien financier. Par exemple, si vous adhérez, si vous achetez des couches lavables, par exemple, on pourrait vous offrir un soutien financier, donc une genre de subvention. Alors, on est en train de regarder un programme. Actuellement, on a ciblé une dizaine de produits ou de services qui pourraient être soutenus financièrement, qui pourraient inciter un citoyen à dire « Ah, ben si la régie ou la MRC, la municipalité m'offre 50$ pour que moi, je commence à utiliser des produits réutilisables, ben OK, peut-être que ça pourrait m'inciter à aller vers là. Et si on réduit, si on utilise plus de réutilisables, on génère moins de matières qui vont se retrouver dans nos filières. Je donne un exemple, l'achat en vrac. Alors, quand on utilise notre même flacon de savon à vaisselle ou de savon à linge, et on va chez le commerçant où il offre du remplissage, je réutilise toujours le même flacon. Je sauve peut-être 8 flacons par année. S'il y a 100 citoyens qui réutilisent 8 flacons, qui réutilisent toujours le même flacon, on a sauvé 80 flacons, etc. Alors, ça finit par paraître dans l'équation à la fin de l'année. Mais le vrac, il y aurait aussi une conscientisation à faire peut-être au niveau des commerçants aussi. Quoique ça, je ne sais pas si c'est faisable, mais parce que dans le fond, le vrac, oui, comme par exemple IGA, pour nommer celui-là, bon, ils ont quelques sections en vrac, mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup plus de produits qui pourraient être en vrac aussi. Puis, définitivement. Comme, par exemple, je sais que
Il y a comme par exemple, shampoing, produits de nettoyage, tout ça. Je sais qu'il y a certaines pharmacies que j'ai vues où est-ce qu'il y en a. Il y avait aussi Maison Pureté qui en avait aussi. Oui, il y a Péché Maltais, à Chandler aussi, qui a beaucoup de produits en vrac. Donc, j'ai l'impression que ce genre de produit-là pourrait se retrouver un peu plus partout aussi. Exactement. Puis ça se développe aussi. Il faut comprendre que ces commerçants-là vont investir dans l'offre de produits en vrac si les gens s'y mettent, mais c'est à découvrir parce que au final, dans l'année, puis il faut faire le bilan à la fin de l'année pour dire ben finalement, j'ai quand même sauvé un bac bleu complet en contenant si je fais si j'utilise le mécanisme en vrac ou la fourniture en vrac. Donc, quand on va à l'épicerie, par exemple, on peut faire le choix d'acheter la laitue qui est juste dans un petit emballage ou dans le gros emballage. Le gros emballage, oui, c'est le fun, elle est fraîche, elle est bonne, mais au final, à la fin de l'année, ça nous fait beaucoup de gros emballages qui se sont retrouvés dans le bac bleu, mais qu'il a fallu traiter de notre côté. Alors que on pourrait aussi favoriser l'achat évidemment local de nos jardiniers du coin là, qui peuvent offrir des fruits, des légumes, etc. Même chose pour donc ceux qui vendent en vrac, comme on le disait, d'acheter des plus gros formats qui nous permettent de faire durer le produit, mais de générer moins de contenants. Toutes des petites questions sur lesquelles on va travailler plus fort cette année, là, donc des points où on va faire un petit peu plus d'information, sensibilisation, éducation, puis essayer d'amener un petit peu plus de participants au vrac. Parmi les objectifs qui avaient été fixés pour 2023, qu'est-ce qui a été atteint, puis qu'est-ce qui mérite, parce que bon, il y a eu de la réduction, mais on peut voir dedans que oui, il y a du bon, mais il y a des défis. Oui, c'est ça. Donc, les objectifs qui ont été atteints, puis qu'est-ce qu'il y a à améliorer? Bien, au niveau de l'enfouissement, on a soit atteint l'objectif parce que nous, on a une obligation face au gouvernement. À chaque année, on doit produire un bilan de la gestion des matières sur notre territoire, puis savoir est-ce qu'on a atteint les objectifs, soit en pourcentage, soit en quantité. Au niveau de l'enfouissement, on a atteint l'objectif, on est même en deçà de l'objectif en kilogrammes par habitant quand on regarde du côté de la MRC Rocher-Percé. Donc, l'objectif québécois, je pense qu'il était à 515 ou 575, je me rappelle plus. Nous, on est en bas de 500. Ça veut dire que quand on se compare au Québec, on est vraiment, on génère moins en kilogrammes par habitant au niveau citoyen, au niveau des déchets, ce qui est excellent. Ce qui est même vraiment excellent. Alors ça, ce côté-là, on est vraiment sur la bonne voie. Du côté matière recyclable, il faut atteindre, par exemple, 70% de matière recyclée, et on a fait, nous, l'analyse, on a fait l'autopsie des déchets l'automne dernier. Oui, Laurent est venu faire son tour pour nous parler de ça. Exactement. Et ça, c'était très intéressant parce qu'on constate qu'on a quand même un certain ratio de matière recyclable qui se retrouve à l'enfouissement. Alors ça, on est tout près de l'objectif, ça s'en vient. Je pense qu'on est vraiment sur la bonne voie aussi. Là où on a du boulot à faire, c'est au niveau des matériaux de construction, rénovation, démolition. Ça représente plus que 25% de ce qui est généré sur le territoire. Et ce sont des matières volumineuses aussi, qui coûtent quand même assez cher. Je vous l'ai dit tout à l'heure, autour de 150 $ la tonne au final. Alors, ça, il y a une augmentation fulgurante des matières qui ont été dirigées et qui sont générées par le secteur de construction, rénovation, démolition. Voilà pourquoi on travaille sur des projets de déconstruction. Ce qu'on voudrait, c'est que sur le territoire, qu'on travaille un petit peu plus sur cet aspect-là, de déconstruire pour favoriser un réemploi, plutôt que de démolir systématiquement tout en tapant, et que ça se retrouve parfois à l'éco-centre, mais souvent à l'enfouissement. Donc ça, cet objectif-là, nous, on a encore des croûtes à manger. C'est vous autres qui avez géré la déconstruction du BMR. Là, ça serait d'aller voir les constructeurs et de leur demander, vous pourriez pas mettre ça? Exactement. Bien, vous avez tout à fait raison. Puis, d'ailleurs, c'est ce qu'on a débuté. Et à l'heure où on se parle, la semaine dernière, moi, j'ai rencontré 2 entrepreneurs
qui ont appelé la régie et qui ont dit « Hey, ça m'intéresse, moi, la déconstruction, puis je veux faire ça. » Alors ça, c'est intéressant parce qu'on sent quand même l'ouverture, je dirais l'ouverture. Une fois que le projet pilote a été réalisé puis qu'ils ont constaté que, oui, c'est faisable. Il faut faire un petit peu différemment, mais c'est faisable. Puis sur le plan économique, sur notre territoire, c'est gagnant parce que l'enfouissement coûte très cher. Alors, le réemploi, donc de déconstruire, puis de favoriser un petit peu plus de réemploi, on peut y arriver sur notre territoire, puis je sens un petit peu plus d'intérêt. Mais vous avez raison, nous, on a des devoirs à faire, il faut rencontrer ces entrepreneurs-là et les convaincre qu'il est possible. La semaine passée, j'ai rencontré un entrepreneur. Quand on a commencé la rencontre, il a dit « Ah, fille, il n'y a pas grand-chose ici sur ce chantier-là qu'on va pouvoir détourner puis amener vers le réemploi. » 20 minutes plus tard, « Ah, il y aurait peut-être tel truc, puis il y aurait peut-être telle matière, puis on pourrait faire ça. » Puis lui-même avait trouvé des solutions. 20 minutes. Alors, je pense qu'on peut y arriver. Maintenant, il va falloir travailler là-dessus, sur ce dossier-là, au cours de l'année 2024. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait... Je pense qu'on a fait le tour. Quelque chose d'autre qu'on pourrait rajouter? On peut se dire bravo, je pense, comme citoyen, comme territoire, parce qu'on a réussi à améliorer notre bilan. Ça veut dire que c'est possible et qu'on peut peut-être poursuivre les efforts, convaincre aussi nos amis, nos voisins, notre famille, que c'est en groupe qu'on va y arriver. Alors, moi, je mise là-dessus, sur le jeu d'équipe, toujours. Nathalie Drapeau, directrice générale, merci beaucoup pour nous avoir présenté le bilan. Merci à vous, merci de l'invitation. Vous écoutez votre reflet d'ici. Revoyez tous nos reportages sur notre site Internet. Vous êtes à la recherche d'un véhicule neuf? Vous recherchez la fiabilité au meilleur prix? Chez Automobile Mauger, c'est notre équipe qui fait la différence. Pour l'entretien de votre véhicule, le service aux pièces, le financement, des conseils avisés pour l'acquisition de votre véhicule, faites confiance à l'équipe Mauger Ford de Grande-Rivière. Venez rencontrer notre équipe d'expérience qui saura répondre à vos besoins et surtout vous offrir le meilleur service en Gaspésie. Pour une expérience ultime sur la route, Mauger Ford de Grande-Rivière est là pour vous. Les agriculteurs de la Gaspésie manifestent à leur tour, selon Ma Gaspésie. Devant le bureau de la députée de Bonaventure à Carleton-sur-Mer, Catherine Blouin, une centaine d'agriculteurs ont manifesté pour interpeller le gouvernement face à une crise financière aiguë affectant le secteur depuis plusieurs mois. Conduisant environ 40 tracteurs, ils ont exprimé une solidarité marquée, selon Sylvain Arbeau, président de l'Union des producteurs agricoles Gaspésie-Île-de-la-Madeleine. Les agriculteurs subissent de plein fouet les hausses des taux d'intérêt, aggravant la situation des liquidités des exploitations agricoles. Sylvain Arbour a alerté sur une crise des revenus sans précédent depuis 1938, avec une prévision de baisse des revenus de 86% pour 2024. Les revendications portent sur la nécessité d'un gel des taux d'intérêt de 3% ou 4%, la révision des programmes d'assurance inadaptés et un investissement gouvernemental de 1% du budget national pour l'agriculture. La députée Catherine Blouin a reconnu les efforts en cours pour alléger le fardeau réglementaire et répondre aux besoins spécifiques des agriculteurs, mais les manifestants restent sceptiques quant à la réactivité et l'efficacité des mesures promises. Les discussions continuent sans apporter de solutions concrètes immédiates, suscitant une frustration croissante parmi les agriculteurs qui annoncent d'autres actions à venir dans la région et au-delà. Dénoyage de la fosse, le taux de cuivre doit baisser, selon Radio Gaspésie. Métaux-Cisco est confronté à la nécessité de réduire la concentration de cuivre dans l'eau accumulée dans la fosse de l'ancienne mine à Murdochville avant de pouvoir la déverser dans la rivière York. Cette fosse contient 34 millions de litres d'eau et l'entreprise envisage son drainage pour mieux évaluer les résidus de cuivre de l'ancienne exploitation minière. Bien que les analyses de l'eau montrent que la concentration en cuivre est inférieure à la norme fixée par le ministère de l'Environnement pour un rejet dans un cours d'eau, la présence de saumon dans la rivière York impose des critères plus stricts. Le président-directeur Robert Wares a indiqué que diverses méthodes sont envisagées pour abaisser cette concentration de cuivre afin de respecter les exigences environnementales spécifiques liées à la protection du saumon avant de procéder au dénoyage de la fosse.
Surprise de taille pour certains propriétaires de chalets à Gaspé selon Ma Gaspésie. À Gaspé, des propriétaires de chalets enregistrés auprès de la Corporation de l'industrie touristique du Québec ont été confrontés à une hausse significative de leur taxation municipale. Leur résidence secondaire étant reclassifiée en propriété commerciale avec effet rétroactif à 2023. Cette mesure résultant de nouvelles normes provinciales affecte tous les biens immobiliers utilisés pour des locations de type Airbnb, même pour de courtes périodes annuelles. Le maire de Gaspé, Daniel Côté, explique que cette reclassification est effectuée par des évaluateurs agréés sans possibilité d'intervention politique, ce qui lie les mains de la municipalité. La rétroactivité appliquée initialement à partir de 2022 a été ajustée à 2023. Cette situation a entraîné une augmentation de la charge fiscale par un facteur de 4,4, provoquant une frustration majeure parmi les propriétaires. Le maire exprime sa préférence pour une application plus progressive des normes et anticipe que certains propriétaires pourraient se retirer du marché ou reconvertir leurs biens en résidence permanente pour éviter cette lourde fiscalité, ce qui pourrait également influencer l'offre de logements touristiques dans la région. « 132 000 $ pour améliorer les soins des enfants selon Radio Gaspésie. Opération Enfant Soleil a alloué plus de 132 000 $ pour améliorer les soins pédiatriques dans 5 établissements de la santé de la Gaspésie grâce aux fonds recueillis lors du dernier Téléthon et aux donations de la communauté locale. L'hôpital de Maria bénéficie de la part la plus significative de cette somme avec 100 000 $ destinés à la réfection de la salle d'intervention pédiatrique. De leur côté, l'hôpital de Gaspé reçoit 19 700 $ et celui de Chandler 9 600 $. Ces contributions sont essentielles pour renforcer les infrastructures médicales dédiées aux enfants dans la région. Éric Cahouette, porte-parole de l'organisme, souligne l'importance de ces projets pour la communauté. En outre, un événement caritatif local, la Saucette de Percé, a également contribué à cette cause en décembre en réunissant 113 300 $. L'effort régional pour soutenir les soins pédiatriques est incarné par Conan Dunn, un jeune résident de Gaspé de 6 ans qui est l'enfant soleil de la Gaspésie cette année. Pas de taxe sur l'immatriculation pour financer le transport en commun en Gaspésie selon Ma Gaspésie. La Gaspésie a décidé de ne pas adopter la taxe sur l'immatriculation des véhicules pour financer la Régie intermunicipale de transport Gaspésie-Îles de la Madeleine, contrairement à l'approche envisagée par la région de Montréal. Mathieu Lapointe, président du regroupement des MRC de la Gaspésie, affirme que la région continuera de prélever une taxe d'1 cent par litre d'essence, une méthode qui implique également les visiteurs faisant le plein localement. Cette stratégie est jugée plus équitable pour répartir les coûts du transport public sans alourdir excessivement la charge fiscale des résidents locaux. Bien que la taxe sur l'essence existe depuis 2012 et qu'il y ait des démarches pour augmenter à 2 cents, l'électrification des transports pourrait à terme réduire les revenus de cette taxe. Cependant, la région reste ouverte à reconsidérer cette proposition en fonction de l'évaluation des revenus dans les années à venir. Cette décision reflète une présence pour maintenir un équilibre entre le soutien nécessaire au transport public et les réalités d'une région rurale où les distances à parcourir sont importantes. Fin du transport scolaire du midi dans la côte de Gaspé selon Radio Gaspésie. À partir de l'automne prochain, le centre des services scolaires des Chic-Chocs mettra fin au service du transport du midi pour les écoles primaires de la côte de Gaspé, à l'exception de l'école Saint-Rosaire qui est temporairement épargnée en raison d'un manque de capacité au service de garde pendant la pause de midi. Les écoles affectées incluent Grande-Vallée, Cloridorme, Saint-Maurice de l'Échourie, Rivière-Ornard, Lens-au-Griffon et Saint-Majorique. Cette décision est motivée par les coûts élevés de transport estimés à 1 200 $ par élève, exacerbés par l'augmentation des prix du carburant et le faible taux d'utilisation du service. Le centre souligne également que le transport du midi n'est pas couvert par les subventions gouvernementales. Cette mesure suit une décision similaire prise l'année dernière en Haute-Gaspésie pour les mêmes raisons économiques. Démantèlement d'un réseau de braconnage. 81 individus condamnés en Gaspésie selon Ma Gaspésie. L'opération PIE menée par le ministère de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs du Québec a conduit à la condamnation de 81 personnes originaires de la Gaspésie, avec des amendes totalisant plus de 316 000 $. Cette opération, qui s'est déroulée du 16 au 19 mars 2021, a mobilisé une quarantaine d'agents de la protection de la faune et ciblait des infractions telles que la vente et l'achat illégaux de poissons et de gibier, le dépassement des limites des prix
prise et la possession illégale de différentes espèces dont le saumon de l'Atlantique, les perlans en arc-en-ciel, le bar rayé, l'omble de fontaine, le cerf de Virginie, l'orignal et la gélinote huppée. Les amendes variaient de $250 à $68 525 avec 2 hommes de Carleton-sur-Mer recevant des amendes de plus de $60 000 pour leurs infractions majeures, incluant également l'annulation de leur certificat de chasseur et une interdiction d'en solliciter un nouveau pour 2 ans. La majorité des affaires ont été résolues par des plaidoyers de culpabilité. Vous écoutez votre reflet d'ici. Revoyez tous nos reportages sur notre site Internet. À la bijouterie Brigitte de Grande-Rivière, notre grande panoplie d'idées cadeaux pour toute la famille et notre vaste choix de bijoux pour elle et lui saura satisfaire à coup sûr l'être cher. Nous avons des produits de beauté, accessoires de décoration, montres solaires Seiko, les montres Bering au style moderne et au design innovateur, des perles et les diamants naturels de la collection Malo. Pour la qualité, les meilleures marques sur le marché, faites confiance à l'équipe de la bijouterie Brigitte de Grande-Rivière.